Très chers abonnés Totalement Actu, bienvenue dans la nouvelle édition de la grande interview. Et spécialement aujourd'hui pour vous, nous recevons un personnage influent dans la ville de Goma qui brille par sa polyvalence. C'est l'un des personnages les plus éclectiques, les plus polyvalents que je connaisse dans la ville de Goma. Jules Ineza, qui est à la fois maître de cérémonie prestigieux parce qu'aujourd'hui il est très en vogue dans la ville de Goma, mais aussi et surtout arbitre de football. Il officie beaucoup de matchs ici localement, au-delà d'être aussi juriste et de formation, c'est-à-dire licencié en droit. Et donc nous avons aujourd'hui le privilège de l'avoir avec nous sur le plateau Totalement Actu dans cette nouvelle édition de la grande interview que nous vous convions à suivre. Jules, ça va? Ça va très bien, merci. La santé, ça va? Nous allons très bien. Alors, avant de passer au crible de la carrière de Jules Ineza, il me convient d'abord pour les biens de nos abonnés et les biens de Jules lui-même, de revenir sur un fait qui a marqué le week-end, votre week-end Jules Ineza. Alors, il y a dans une cérémonie une poignée de main entre Jules et le colonel Willy Ngoma de la FCM 23. Après, ça part dans tous les sens sur les réseaux. C'était quoi au fait l'histoire? Alors je réponds directement, c'est que certainement sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tout le monde a eu à qualifier, donc tout le monde a eu des qualificatifs par rapport à ce que vous avez vu sur les réseaux aussi. Mais je vais vous dire une chose, c'est que moi, la politique et moi, nous ne marchons pas ensemble. Si je devais faire une carrière politique plus tard, c'est que ça viendra après. Mais j'ai été invité, donc je suis allé pour le travail que je fais du maître de cérémonie. Et je suis arrivé et Willy Ngoma était parmi les invités. Et lui-même avait un cadeau à donner. Et donc, étant entre guillemets autorité en place, on ne pouvait pas ignorer sa présence dans ce sens-là ou ignorer le fait qu'il ait un cadeau à donner aux mariés. J'estime comme vous que serrer la main du colonel Willy Ngoma n'est ni un crime, ni un problème qui devrait générer autant de polémiques sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous pensez aussi la même chose. Pour moi, ce n'est pas un crime parce que vous voyez, même quand j'introduis, quand il entre et tout, moi je vous ai dit, j'ai dit que voilà, je ne suis pas un politicien et je sais que cette vidéo, elle va tourner partout dans le monde. Et je crois que vous aurez à comprendre ça comme ça, tel que la situation se présente. Aujourd'hui, il y a une tradition qui s'est développée dans la ville de Goma qui pense que tous les MC sont l'émanation du caïman Iber Furuguta. Est-ce que vous vous êtes aussi inspiré d'Iber Furuguta ou vous avez tiré votre inspiration d'ailleurs? Bon, moi, je dirais que Iber, il est parmi les gens qui m'ont beaucoup plus inspiré. En commençant cette carrière, j'ai eu à la commencer et c'était pas du tout facile dès le début. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a quand même épaulé, en la personne de Sylvain Namuninga, lui-même qui est fils, entre guillemets, de M. Iber Furuguta. Et quand je pouvais rencontrer Iber, alors c'était pas du tout facile. Mais à cause de Sylvain, j'ai eu aussi à le voir, j'ai eu aussi à le rencontrer. Vous savez, c'est quelqu'un qui est trop proche de la population. Et du coup, quand il vient et tout, il me remarque et il s'est dit « Ah, ok ». Et deux fois, il était invité dans des cérémonies où c'était moi le maître de cérémonie principal. Et chaque fois, à la fin, il devait me donner des corrections. Il devait me dire, voilà, sur la scène, il ne faut pas se tenir comme ça. Sur la scène, il faut faire ceci ou cela. Et en dehors de ça, j'ai eu aussi à beaucoup plus parler au niveau international avec d'autres maîtres de cérémonie. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut-être me propulse parce que je rêve toujours à faire différemment chaque cérémonie. À la base, j'avais une voix rock. Et ma voix qui était rock, j'avais aussi un bon parler pour le français. Et les gens me disaient que je pouvais faire de scènes et tout. Et moi, je m'étais posé la question de savoir s'il y a des gens qui ont de talent. Quel serait moi mon talent, personnellement? Alors j'ai eu à chasser et à voir jusqu'où je pouvais creuser. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire le maître des cérémonies. Un jour, nous sommes dans une cérémonie et du coup, le maître des cérémonies est en retard. On vient, on me prend parce que c'était moi le dérangeur parmi les autres. Et on me demande de prendre le microphone et d'essayer de faire un truc. Alors je fais un truc et tout, et le maître des cérémonies qui arrive un peu en retard, et il me trouve et il me dit voilà, courage, tu peux le faire. Au départ, je commençais à contacter d'autres maîtres de cérémonie qui, à l'époque, étaient
genre, ils étaient vraiment influents et qui me décourageaient, ils me disaient que je ne pouvais pas y arriver, je ne pouvais pas le faire. Mais je suis resté ferme parce que je me suis dit que quand tu aimes une passion, la passion te rend ce que toi tu veux voir demain ou après-demain. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans ce domaine-là. Je lui ai approché les grands et au début c'était pas facile. Je pouvais sortir d'une cérémonie et rentrer chez moi sans qu'on me donne même l'argent de transport. Bien qu'on pouvait me laisser peut-être à la discothèque pour aider en seconde main. Et on me disait toujours que plus tard, je verrai pourquoi et à quoi ça servait qu'on ne me donne pas cet argent-là de transport. Aujourd'hui, je suis fier de faire partie de ces maîtres des cérémonies-là qui font quand même la fierté de ma région et de mon pays en général. Sans pour autant vous demander de faire votre propre classement, pensez-vous que si vous étiez demandé d'établir un top 3, j'imagine que vous en faites partie? Je ne peux pas me classer. Et on a toujours eu à voir sur les réseaux sociaux et tout, bon, des spéculations par-ci, par-là, et on dit beaucoup de choses. Mais moi, je donne toujours le meilleur de moi-même. Peu importe la cérémonie, peu importe l'endroit. Donc, que ce soit une famille quelconque, entre guillemets, qui a un nom ou qui n'a pas de nom, je donne toujours le maximum de moi. Et je pense que c'est ce qui me différencie la plupart des fois dans l'événementiel. C'est quoi aujourd'hui le cachet pour s'attirer les services des Jules Ineza? Ah, oh là là, le cachet, ça dépend. Ça dépend parce que vous voyez, ouais, je catégorise exactement. Parce qu'il y a même des cérémonies où je peux aller gratuitement. Je peux aller prester gratuitement. Pourquoi? Parce que je me dis que la famille peut-être n'a pas suffisamment de moyens pour prendre mes services. Et il faut que nous soyons là, peut-être pour accompagner aussi. Mais il y a aussi des familles qui sont aisées et des familles qui ont vraiment de moyens. Et là, on est obligé de facturer ou surfacturer, entre guillemets. Donc, c'est ce qui nous aide, nous tous, concrètement. Donc, à la base, non, Beaucoup de familles malaisées. Les familles malaisées, vous avez des gens qui viennent et qui vous trouvent et qui vous demandent peut-être de venir prester et qui vous proposent peut-être le tiers du montant que vous êtes censé prendre pour un événement. Et au lit, ok, qu'est-ce que je vais devoir faire? Peut-être ça, c'est pour donner juste à ma discothèque et moi. Mais bon, à la longue, vous trouvez qu'il est nécessaire que vous soyez aussi là. Vous n'êtes pas censé seulement servir une population aisée. Je suis quelqu'un de gens, comme vous allez peut-être les dire, même au stade, partout où je passe. Je suis quelqu'un peut-être qui veut venir en aide aux gens. Peut-on dire aujourd'hui, sincèrement, que dans les mondes de l'événementiel, nous vivons l'époque des Jules Ineza? Oui, c'est mon époque parce que je fais déjà partie de cette époque. Donc je suis en train d'écrire l'histoire. Demain ou après-demain, peut-être vous n'allez pas me trouver dans l'événementiel. Je serai peut-être appelé à faire un autre métier. Mais pour le moment, dès lors qu'on peut parler par-ci par-là de Jules Ineza dans l'événementiel, c'est que c'est mon époque. J'imagine que les accidents de travail, vous en avez déjà connus dans votre jeune carrière de maître de cérémonie. Quels sont les plus graves auxquels vous avez eu à être confronté? Le plus grave accident que j'ai eu à avoir comme maître des cérémonies, je crois que c'était au concert de Fally Ipupa, où nous étions là vers Kituku. Et vous voyez, dès que vous êtes là et tout, vous vous dites, voilà, le temps est là déjà. Parce que moi, quand j'ai pris le contrat, j'ai donné l'heure. J'ai dit à telle heure, je devais quitter l'endroit. Et quand l'heure est venue, je voyais déjà qu'il y a quelque chose qui ne sonnait pas. Je vois que nous étions vraiment un peu comme en danger si la population apprenait que voilà, Fally ne va pas venir. Parce qu'on venait de me l'annoncer déjà. Et on me demande de monter sur le podium pour dire à haute voix que voilà, l'artiste ne va plus venir. Il y a eu de problèmes pour qu'il ne soit pas là. Et je me pose maintenant la question. Parce qu'avant d'agir, il faut toujours voir les conséquences. Et je me dis, voilà, si je montais et que ça s'est retourné vers moi, qu'est-ce qui va se passer? J'ai décidé de quitter l'endroit. Je suis parti. Et juste après, j'ai entendu des coups de balle. Donc je n'étais pas encore loin. J'ai entendu des coups de feu qui retentissaient. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'imagine que si c'était moi. Parce que quand je suis parti, j'ai entendu, il y a maintenant quelqu'un qui l'a annoncé sur le podium. Et j'ai entendu déjà, il y avait des casses. Il y a maintenant des coups de feu qui commençaient maintenant à retentir. Et je crois qu'en dehors de ça, à l'événementiel, il y a un jour, nous avions été sous une grosse tente, les big tents comme on les appelle. Et du coup, apparemment, ça ne tenait pas convenablement. Et la tente est tombée sur les invités.
alors là, dès que vous paniquez. Donc le plus important, je crois que chaque fois que nous sommes confrontés à de problèmes, la plus mauvaise chose pour un maître des cérémonies, c'est de paniquer. Dès que vous paniquez, déjà tout le monde panique. Je me rappelle lorsqu'il y a eu éruption volcanique et qu'on vient m'annoncer, je suis à la discothèque, c'était le 22. Je me rappelle du mariage que j'animais même, c'était de messieurs Jules, je crois, et madame Christine. Non. Et on vient, on m'annonce, non, voilà, il y a éruption volcanique dans la ville, il faut le dire aux invités pour qu'ils partent. Je me pose la question. Et je sors d'abord pour voir de loin, on pouvait voir vraiment qu'il y a quelque chose qui brûle. Et je rentre maintenant là, je dis, mesdames, messieurs, chers invités, je crois que nous sommes appelés à évacuer ces lieux pour des raisons. Donc, j'ai donné un motif là et tout le monde se posait la question pourquoi. Je préférais qu'ils descendent calmement vu que nous étions à l'étage. Et si j'aurais annoncé directement que voilà, il y a éruption volcanique, j'imagine le dégât et l'effet qui pouvait se produire. Et voilà, c'est pourquoi que je me dis que lorsqu'il y a un problème, le plus nécessaire et le plus mieux pour un maître des cérémonies, c'est d'abord d'analyser et de choisir vraiment le mot juste. Au besoin même prendre même le conseil de quelqu'un qui peut être dans la salle. Quelqu'un que vous trouvez, bon voilà, cette personne, je veux avoir d'abord un avis. Vous prenez 2 ou 3 avis et vous avez maintenant la meilleure réponse. Je crois que les attributs d'un maître des cérémonies, ça dépend aussi de comment vous planifiez l'événement, avec ceux qui vous appellent. Donc vous avez le programme, donc vous avez un plan avec ceux-là qui vous ont contacté. Je crois que le nécessaire, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire. Faire ce qu'on vous demande de faire, sans penser que vous êtes la star de l'événement, mais vous faites votre travail du mieux que vous pouvez. Je crois que c'est ça, donc les attributions du maître des cérémonies. Vous savez que c'est vous qui avez en charge la cérémonie. Donc tout ce qui se passe là-bas, vous contribuez grandement. Nous avons passé au crible votre carrière de maître de cérémonie. Alors, il me convient maintenant de parler avec vous de votre autre casquette, celle d'arbitre. Vous officiez beaucoup de matchs dans la ville de Goma. Alors, de manière un peu ramassée, c'est quoi un bon arbitre pour vous? Pour moi, un bon arbitre, c'est quelqu'un qui applique les lois de jeu. Vous appliquez les lois de jeu, vous savez aussi la psychologie du jeu. Et vous avez la psychologie du jeu et vous savez l'adapter aux lois de jeu. Vous faites un très bon arbitre. Jules, vous êtes ce genre d'arbitre parce que nous le constatons lorsque nous supervisons vos matchs. Vous êtes ce genre d'arbitre capable d'arrêter 10 fois un match pour aller s'expliquer, pour aller dans des séances pédagogiques avec les entraîneurs qui sont un peu surchauffés sur les bancs. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de séances pédagogiques pour expliquer un peu vos prises de décision? Je crois que donc l'endroit où j'ai grandi, entre guillemets, la ville de Goma, nous avons un problème. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là d'avoir de bons instructeurs qui peuvent parler de lois de jeu. Alors il arrive un moment où vous êtes là et vous êtes arbitre et qu'il y a de faits qui se produisent. D'abord moi, au départ, je dirais qu'un bon arbitre doit être un bon psychologue. J'ai eu à faire la formation en assistance psychosociale. Donc il faut savoir comprendre un fait qui précède l'action. Donc dès qu'il y a une action qui se pose, il faut que vous voyez. Vous voyez, il y a un moment où, par exemple, vous pouvez avoir un joueur qu'on vient de faucher. Il y a eu une faute, peut-être que vous n'avez pas bien vu, que vous n'avez pas cerné, vous n'avez pas sifflé. Le jeu qui continue et qui se déroule. Et arrivé à un moment, le joueur, lui, il revient maintenant pour défendre son camp. Et dès qu'il revient pour défendre son camp, il vient et il pose vraiment un acte qui est très violent. Donc là, pourquoi? Parce qu'il vient, on dirait que c'était une vengeance. Et vous, en tant qu'arbitre, il faut que vous soyez capable de cerner le comportement et de voir pourquoi il vient de faire ça. Donc, savoir comprendre un fait qui précède une action. Et arrivé à ce moment-là, je peux être même au terrain avec un joueur, je lui dis, est-ce que tu sais que la loi telle dit ceci et cela? Est-ce que tu viens de faire là, tu sais que ça veut t'expulser? Alors là, je lui sors un carton et je l'expulse. Vous voyez? Donc je préfère que le joueur soit au courant, parce que même quand il est là et que je suis en train de lui parler, je ne prends pas trop de temps, mais quand je lui parle et que les autres sont là aux alentours, eux aussi ils cernent et ils voient l'action. Et arrivé à un certain moment, je crois qu'on n'est pas ennemis au terrain. Donc je crois que non plus, donc on n'affiche pas cette amitié-là, mais le football c'est le fair play. Et si c'est un fair play, c'est que nous sommes censés communiquer avec les joueurs ou avec les athlètes ou avec les équipes. Nous sommes censés communiquer et avoir un bon climat sur le terrain. Prenons un cas un peu ramassé, disons un exemple un peu banal.
Kabasha joue Virunga. À la 90e minute, il y a un acte illicite dans la surface de réparation d'une des équipes. Vous sifflez penalty? Moi, j'accorde le penalty. Je vais vous dire une chose. Entre guillemets, il y a toujours des rumeurs qui passent par-ci, par-là. Voilà, non, nous avons trouvé l'arbitre, nous lui avons remis ceci ou cela. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent. Donc, les gens parlent beaucoup. Et moi, pour moi, je crois que nous devons jouer et être cette génération-là d'arbitres qui devons changer les choses. Nous devons changer les choses dans quel sens? Il faut qu'on arrive à un certain moment où quand on a besoin d'un arbitre peut-être impartial, qu'on pense au moins à la jeunesse que nous sommes. Alors, si on peut dire ça, je veux aussi que les gens se sortent ça aussi de la tête. Donc voilà pourquoi vous allez voir la plupart de mes prestations, vous voyez, on dirait que quand je suis au terrain, je communique avec vous tous qui êtes là aux alentours. Parce que ce que nous voyons tous ensemble, c'est ce qui se passe au terrain. Donc quand il y a penalty, je crois je peux être parmi les premiers, si pas le premier. Je peux être parmi les premiers arbitres à avoir accordé 5 pénaltys dans un match dans la ville de Goma. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui le dit. Et si la loi le dit, et pour la bonne psychologie du jeu, je crois qu'il faut accorder le mérite à celui qui mérite. Donc s'il y a faute, on siffle faute. S'il y a faute demain, il faut savoir évaluer par rapport aux lois de jeu. Vous évaluez et vous dites, ici j'accorde un penalty ou je n'accorde pas. Mais le fait de dire que non, voilà, je vais équilibrer et tout, là, vous gâchez la fête. Justement, je pose cette question parce qu'il y a une jurisprudence dans ce sens-là. On se rappelle tous de ce qui s'était passé lorsque Rachel Ziyindoul a décidé de siffler penalty à la 80e minute lors du match entre Kabasha et Nyuki. On a tous vécu ce qui s'était passé après. Alors, au-delà d'être juste ou d'être un arbitre honnête, ne pensez-vous pas que rien ne vaut la vie? Je crois que dès que vous devenez militaire et que vous prenez les armes pour aller vous battre pour la nation, quand vous allez vous battre pour la nation, il faut être prêt. Il y a deux choix, soit vous mourrez, soit vous remportez la bataille. Et le métier dans lequel nous nous sommes initiés, je crois que c'est un métier à risque. Et quand c'est un métier à risque, alors partant de votre personnalité, votre comportement, en dehors et sur le terrain, c'est ce qui vous donne aussi l'audace au-devant de personnes qui tentent de vous menacer. T'es-tu un jour fait agresser au stade? Je n'ai jamais été agressé au stade. Je n'ai jamais été agressé au stade. Je me rappelle, c'est là, il a fallu juste se produire, je crois, lorsqu'il y avait le coronavirus. Et là, j'étais parmi les organisateurs. Nous avons eu à organiser un tournoi entre le Congo et le Rwanda, dans la zone neutre, où il y avait beaucoup de gens. Tout était stoppé, toutes les activités sportives étaient stoppées. Et là, nous, on était en train d'organiser, on appelait le joueur à venir jouer dans la zone neutre. Il y a le Rwanda qui venait, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient du Rwanda et qui venaient assister à ces matchs. Il y a des gens qui venaient du Congo qui venaient assister à ce match. Je crois qu'il y a eu un jour un match qui a opposé deux équipes là sur place. Et dès que je siffle le penalty, on me dit que non, voilà, contre cette équipe-là, on ne siffle pas penalty. Et je me pose la question, pourquoi? Qui sont-ils? Pour qu'on ne siffle pas penalty contre eux. Mais quand eux, ils ont l'avantage, il faut qu'on accorde ce penalty-là. Et là, ils ont voulu commencer à m'agresser et tout. Non, voilà, il y a la population qui est entrée au terrain et qui ont protégé l'arbitre. Alors je me pose la question, est-ce que la population peut protéger l'arbitre? Et donc, je vois que aussi longtemps qu'on est impartial au terrain, on fait vivre, même à vous, le journaliste sportif, on fait vivre un bon football. Aux sélectionneurs qui sont là, en fait, ils savent que je suis dans mon bain, je suis déjà en train de faire un bon match. Vous savez, quand les équipes viennent déjà au terrain et qu'ils doutent déjà de l'arbitre, au départ, la psychologie, donc il y a déjà un problème psychologique. Mais quand vous savez, vous venez et vous savez que non, voilà, cet arbitre, au-delà de ces prestations que nous avons eu à voir, nous avons quand même trouvé que nous allons passer vraiment un très bon match. Là, les équipes jouent. Actuellement, en RDC, il se pose une récurrence des violences contre les arbitres. Alors, quelle est la thérapie que vous proposerez? Vous proposerez que les arbitres soient justes, honnêtes et impartiaux sur le terrain, ou que les organisateurs puissent durcir les mesures contraignantes contre les agresseurs des arbitres? Moi, je dirais un truc, c'est que la première des choses, je commence par condamner la violence contre les arbitres. La violence contre les arbitres. Vous savez que ce ne sont pas des robots qui sont en train de faire le match. Ce sont des humains. Un être humain est censé faire de fautes, des défauts et des erreurs. Mais ce n'est pas que je donne aux arbitres cette opportunité-là de faire du n'importe quoi au terrain.
Qu'est-ce que je veux passer là comme message? Vous savez, la loi 5 qui parle de l'arbitre vous montre que l'arbitre d'abord, peu importe ce qu'il va prendre d'abord comme décision, vous êtes obligé d'abord à vous y conformer. Donc, vous faites un match, vous êtes censé prendre une décision à la seconde. Dès que vous sifflez, il faut déjà que vous ayez l'interprétation de pourquoi vous arrêtez le jeu, pourquoi vous reprenez le jeu. Et ça, ce n'est pas chose facile. Moi, je crois que parmi les thérapies, la première des choses qui est vraiment un peu en danger, ce sont les arbitres. Dans quel sens? La sécurité des arbitres n'est pas garantie dans notre pays. En RDC, vraiment, il est rare. Quand il faut parler seulement que de grandes équipes, c'est quand vous voyez la police peut-être au stade. C'est peut-être quand vous voyez des autorités venir au stade. Mais pourquoi quand il s'agit des matchs, d'autres matchs, on ne voit pas cette sécurité-là? Un jour, j'ai eu à voir un collègue qui se faisait agresser au terrain, ça m'a trop fait mal. Et je vois la police qui entre au terrain. Ils n'ont ni armes, ils n'ont rien que ce soit, à part leur ceinture, dans le sens de dire qu'ils vont frapper les gens qui sont déjà au terrain. Et la police s'est fait agresser, et l'arbitre s'est fait agresser. Donc, je crois que parmi les choses qui devront aider les arbitres à bien exercer leur métier, c'est d'abord garantir leur sécurité. La deuxième des choses, la prime des arbitres. La prime des arbitres en République démocratique du Congo, ça je le dis ouvertement, elle est trop basse. Trop basse dans quel sens? Aujourd'hui, voué aux réalités du monde. Imaginez, c'est ce que je dis maintenant. Donc, imaginez, vous faites un match en championnat local, vous avez 5 $ après 90 minutes de jeu. En Ligue 2, vous avez 25 $ après 90, avec tous les risques possibles. Vous avez 25 $. Vous êtes peut-être responsable, vous êtes père de famille, vous avez de charges. En Ligue 1, le championnat qui est excellent en République démocratique du Congo, on vous donne 35 $. Donc vous voyez que quand il y a maintenant, entre guillemets, quand on parle maintenant de la corruption, parce que ça se dit un peu partout, quand il y a des équipes maintenant qui viennent vous proposer maintenant de grandes sommes, vous avez une équipe qui te donne par exemple 2 000 ou 3 000 $, vous voyez que ça tente un peu l'arbitre, entre guillemets. Mais lorsque les arbitres seront peut-être bien pris en charge, peut-être leur sécurité est garantie, je crois qu'ils auront aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que je ne vois pas cet arbitre-là, avec tout le risque possible, qui vient pour 25 $, pour 5 $ au terrain. Donc vous voyez un peu, je crois que c'est ça. Vous avez même des athlètes qui vous négligent au terrain parce qu'ils savent, vous avez 5 $. Donc il y a tout ça. Ce sont les grands problèmes. Juste pour finir sur ces chapitres, vous cumulez à la fois la casquette de maître de cérémonie et celle d'arbitre. Quelle est la casquette qui passe avant l'autre? Est-ce que vous vous sentez plus maître de cérémonie ou plus arbitre? Je crois que tous les deux métiers pour moi sont des passions. Sont des passions, mais un métier, j'en ai fait un gagne-pain, le maître des cérémonies. Donc étant licencié en droit interne international, je crois que tout est question de logique. Je crois que ma vie en soi, c'est une logique. Quand vous voyez, donc comment ça? Quelqu'un qui étudie pour être maître avocat, maître des cérémonies et maître au terrain. Donc 3 fois maître. Vous voyez maintenant, quand vous essayez un peu de combiner le tout, vous voyez que vous appliquez maintenant la logique. Et quand j'applique la logique, pour moi, le maître de cérémonie, oui, me fait gagner beaucoup, mais je n'oublie pas aussi ces côtés-là sportifs. Parce que je suis quelqu'un aussi qui veut être proche de la jeunesse. Je suis quelqu'un qui veut être trop proche de la jeunesse. Donc je rencontre même, imaginez-vous, je suis parmi peut-être des arbitres ou parmi les sportifs. Je peux rencontrer même le joueur. Je loue même de bottines pour eux. Je peux payer même de bottines ou de vareuses pour que le joueur se sente un peu dans de bonnes conditions. Donc je parle de certains, donc partant de moyens, parce que j'aime beaucoup les jeunes. Quand je vois les autres jeunes exceller comme moi, j'en suis vraiment fier. Et donc c'est pourquoi je n'oublie pas ce côté-là sportif. Je suis dans le côté sportif, pas parce que je suis humanitaire, mais parce que pour moi c'est une passion et que je ne compte pas laisser aujourd'hui ou demain. Je vais exceller aussi dans le sport en faisant aussi le maître de cérémonie. Mais il m'arrive de temps en temps que les deux programmes se croisent. Vous avez un match, vous êtes programmé au terrain, et vous avez un programme de mariage que vous êtes censé faire. Là, le choix est clair. Je laisse tomber le programme d'abord du match. Parce que là, il faut que j'aille servir d'abord le travail qui appelle. Oui, il faudrait que vous alliez gagner. Ouais, il faut aller gagner beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la vie et vous voyez que ce sont que les intérêts qui nous réunissent. Et quand vous avez des intérêts qui sont beaucoup plus, au fait, de plus grands intérêts que les autres, je crois que le choix est clair. Alors, Jules, ce fut un moment
très enrichissant pour nos abonnés qui, bien évidemment, ont pris du plaisir à découvrir ce qu'est réellement Jules Ineza. Nous vous disons merci au nom de nos abonnés. C'est à moi aussi de vous remercier et de dire merci à tous ces abonnés-là. Leur demander de toujours s'abonner. Vous êtes parmi les gens que je suis, au fait, qui ont des informations qui sont fiables en ce qui concerne le sport. Et je vois quand il y a même des choses qui se passent au terrain. Vous êtes parmi les gens, vous reportez les faits tels que le fait se produise, pas pour créer de choses. Donc j'en suis aussi tellement ravi et c'est moi qui vous remercie. Très chers abonnés de Totalement Actu et Goma Sportif, nous sommes à la fin de ces moments d'échange avec Jules Ineza, un arbitre qui officie ici localement, mais également un maître de cérémonie très en vogue actuellement dans la ville de Goma. N'hésitez pas à continuer à vous abonner sur nos chaînes, sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter, et surtout partagez nos contenus à vos proches pour qu'ils puissent aussi y avoir accès, mais également aimer nos différentes publications. Ça nous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup et à la prochaine édition.